Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera la dépendance affective dans le couple, construire de bonnes relations avec soi. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans cette 8e vidéo et les suivantes sur le sujet de la dépendance affective, je vais vous expliquer comment traiter la dépendance affective. Donc là, on va être sur la thématique de construire de bonnes relations avec soi-même. Réparer son enfance. Il convient de réparer l'enfance afin que les cicatrices psychiques deviennent de fines traces blanches bien régulières qu'on ne viendra plus gratter et rouvrir. C'est au patient de se réhabiliter par lui-même, le plus important étant le regard qu'il porte sur ce qu'il a vécu plutôt que les événements eux-mêmes. Réparer son enfance consiste donc en tout premier lieu à retrouver l'enfant en soi, cet enfant qui a tellement souffert qu'il a enfoui profondément et refoulé ses souffrances. Réparer l'enfance, c'est penser ses blessures. La révolte est nécessaire. Elle offre la distance utile pour observer les faits. Pour se rebeller, les patients doivent avant tout intégrer l'idée que leur mission sur Terre n'était pas de contenter constamment leurs parents et admettre qu'ils peuvent devenir autonomes car leur bonheur ne dépend pas de leur soumission. Cet apprentissage et cette nouvelle clairvoyance excluent la culpabilité. Il ne s'agit que de remettre les responsabilités à leur juste place et de donner aux enfants intérieurs la permission de grandir afin de pouvoir voler de leurs propres ailes. Certes, il n'est jamais aisé de se confronter aux défaillances parentales, même minimes. Les parents ont volé leur enfance et son lot d'innocence, de légèreté, de rêve. Grâce à la thérapie et à la lucidité acquise, ils sont capables de réhabiliter cet enfant qu'ils étaient, de lui offrir une enfance pour leur plus grand soulagement. Ils ont suffisamment payé à la place de leurs parents inaptes à la parentalité, incompétents dans leurs fonctions. Les enfants ne sont pas coupables. Le désamour de soi commence à se dissiper. L'enfant n'a plus à subir ni à se taire. Les cicatrices, peu à peu, se referment sur des tissus sains. Cette réparation de l'enfance et des relations avec les parents en particulier ne peut se faire qu'à travers le regard de l'enfant blessé. C'est à lui que le thérapeute donne la parole afin qu'il renonce à un attachement destructeur. Un véritable travail de deuil s'impose, celui tout d'abord de l'illusion des parents parfaits. S'il est désolant d'accepter que les meilleurs parents seront toujours imparfaits, mais cela s'appelle tout simplement grandir, il est extrêmement soulageant et apaisant d'intégrer cette banale réalité. Réparer les dommages psycho-affectifs liés aux parents ne concerne pas que le passé. Certains patients, devenus adultes, sont encore ligotés par la trop grande influence de leurs parents qui veulent à tout prix conserver le contrôle sur leurs enfants comme si, toute leur vie durant, ils leur appartenaient. Seule la révolte des enfants grandis pourra venir à bout de ces pratiques. Une mère n'a pas à vivre que pour ses enfants, ni un père d'ailleurs. Elle est aussi une femme, une amie, peut-être une épouse, elle a une vie professionnelle, des activités, des aspirations, des projets, une vie, etc. Et comme il est difficile au cours de la thérapie de se dégager de cette tutelle si bien intentionnée, de cette tutelle qui maintient la croyance en sa propre impuissance. Pourtant, lorsque la révolte est en marche, les patients dépendants affectifs, pathologiques, y parviennent. Le deuxième point, ça va être d'assumer sa vie émotionnelle. Les patients ont aussi à apprendre que la vie émotionnelle représente une composante essentielle de l'être humain, car n'ayant pas le droit d'être sincères sur ce qu'ils éprouvent, ils continuent à nier leurs émotions. Ce n'est que dans le cadre rassurant de la thérapie qu'ils vont enfin entrer en contact avec elles, qu'ils vont réparer ce manque en découvrant le respect qu'ils leur doivent. Ils acceptent leur colère, leur rage, leurs sentiments de honte, de culpabilité, leur désespoir et leur rancune, leur désir de manipuler, parfois les personnes dont ils attendent tant d'amour et de reconnaissance. Ils parviennent ainsi à intégrer l'idée que toutes ces émotions ne sont ni bonnes, ni mauvaises, simplement justes. Elles sont les messagères utiles, les informant de ce qu'ils sont en train de vivre. Bien sûr, elles peuvent gêner, mais il n'est plus temps de les renier ou de chercher à les dissimuler. Davantage connectés avec leurs émotions, les patients apprennent aussi à les assumer, même celles qui ne les flattent pas. Les assumant, il leur sera plus facile de découvrir ce qu'ils veulent vraiment pour eux. Ils vont enfin avoir accès à leurs désirs. Sans doute commenceront-ils à cesser de faire comme si. Et davantage respectueux de ce qu'ils ressentent, ils seront en mesure d'être plus attentifs aux émotions des autres. Ils les craindront moins. Progressivement, ils vont enfin sortir de l'ambivalence des sentiments. Les patients peuvent s'adresser à l'enfant qu'ils étaient, qu'ils portent à l'intérieur d'eux-mêmes, pour le rassurer, lui donner des permissions. Ils vont à nouveau devenir leurs bons parents, mais un parent averti, compétent.
Cette forme de reparentage est essentielle pour réparer leur vie émotionnelle passée et les autoriser à vivre leurs véritables émotions. Assumer sa vie émotionnelle permet de la comprendre pour mieux la vivre. On a moins peur de l'inconnu. Comprendre sa vie émotionnelle, c'est aussi savoir reconnaître et nommer ses émotions. Enfin nommées, elles seront alors reliées à des besoins, quand nous avons aussi des besoins émotionnels. Reliés à ces besoins bien humains, il sera alors possible d'apprendre à les satisfaire, au moins en partie. Un autre point important, ça va être de construire des frontières intérieures. La dépendance affective pathologique dénote un grave problème de frontières intérieures, qu'il s'agisse de murs trop épais ou d'absence de ces frontières qui limitent toutes les composantes de l'être humain. Si par exemple une personne n'a pas construit de frontières intérieures claires entre le passé, le présent et l'avenir, elle va perpétuer jour après jour son enfance difficile et l'avenir qu'elle entrevoit est bien sombre. Elle peut se sentir aussi impuissante que peut l'être un petit, aussi démunie et sans aucune capacité à avoir un impact sur sa vie. Le thérapeute est là pour aider les patients à construire ces frontières, tout comme il est là pour les aider à transformer les murs intérieurs en frontières perméables. Car lorsqu'il s'agit de véritables murs, il est impossible d'avoir accès à ses croyances, ou à ses pensées, ou à ses émotions, à ses sentiments, à sa mémoire aussi. De nombreux patients disent ne pas se souvenir de leurs premières années, de ne pas avoir de souvenirs d'enfance. Leur passé est emmuré, tout comme le sont les émotions liées à ces années d'amnésie. Ces patients souffrent d'un isolement intérieur qui les empêche aujourd'hui de contacter les différentes composantes de leur personnalité. C'est pourquoi la plupart d'entre eux parlent du grand vide qu'ils ressentent en eux. Pour aider le patient à installer des frontières intérieures, le thérapeute peut proposer des métaphores. Chaque domaine peut être représenté par une image. Il peut s'agir d'une pièce d'une maison, d'une étagère de bibliothèque, puis les frontières elles-mêmes sont représentées sous forme de portes, de fenêtres. Grâce à cette imagerie mentale, il lui sera désormais possible, par exemple, de représenter des émotions qui appartiennent au passé et ne sont plus d'actualité. Cette étape permet surtout au patient de prendre conscience de sa richesse intérieure, lui qui ne ressentait que du vide. Une autre partie, ça va être de développer l'estime de soi. Sur quoi développer une estime de soi tant que l'on se sent vide? Lorsqu'ils se connaissent mieux, les patients commencent à entrevoir ce dont ils ont réellement besoin. Sortis de leur ignorance sur eux-mêmes, ils abordent cette phase de retrouvailles avec espoir. Acquérir la capacité de se définir, de décrire qui l'on est en toute lucidité représente une avancée fondamentale. Connaître ses compétences, ses capacités permet de développer une meilleure connaissance de soi. Cette prise de conscience est très bénéfique et permet au fil des séances de construire un sentiment de soi de plus en plus positif. L'installation de la confiance en soi précède celle de l'estime de soi, qui pourra s'enraciner dans ce terreau de bonne qualité. Progressivement, les patients vont poser sur ce qu'ils sont et non plus sur ce qu'ils savent faire un regard à la fois lucide et bienveillant. Au cours de la thérapie, le thérapeute aide ainsi les patients à se rapprocher d'eux-mêmes, à se rencontrer comme on peut retrouver un ami perdu de vue depuis très longtemps. Les patients trouveront en eux la capacité à supporter de ne pas toujours plaire. Il faudra alors se contenter de ce que l'on reçoit et combler les manques en s'octroyant à soi-même cette approbation, cette reconnaissance. La dépendance diminue, l'estime de soi se construit peu à peu. Mieux les patients se connaissent, plus ils savent ce qu'ils veulent, ce qu'ils désirent, ce qu'ils souhaitent. Moins ils subissent les autres. Les patients ne cherchent plus à confirmer qu'ils n'ont pas de valeur, ils quittent les prédictions autoréalisatrices qui les confortaient dans le désamour d'eux-mêmes. En croyant davantage en eux, ils s'autorisent enfin à entrer en contact avec leurs désirs, leurs souhaits et en tenir compte. Le sentiment de leur valeur personnelle va se développer après chaque victoire, chaque succès, et il ne s'effondrera pas devant l'erreur ou l'échec. Les patients découvrent aussi que la bonne relation qu'ils entretiennent avec eux-mêmes leur permet d'apprécier les moments où ils sont seuls. Ils savent désormais admettre et assumer leurs désirs et leurs besoins. L'exploration clairvoyante de leur véritable personnalité les mène progressivement vers l'intégrité vis-à-vis d'eux-mêmes. Loyauté, cohérence, intégrité. Trois valeurs existentielles essentielles pour s'accepter et se motiver à se construire la meilleure vie possible. Toutes ces idées, nouvelles pour les patients, tous ces savoir-faire et savoir-être ne s'acquièrent pas en un jour. La patience est un aspect très important dans leur accompagnement vers cette forme de libération. Le manque de frontières entre le sentiment de soi et les problèmes fait que ces patients se sont trop longtemps confondus avec ces derniers. Il est alors question de porter un autre regard sur soi. Au lieu de continuer à s'en vouloir, il leur est proposé de se considérer avec tolérance et bienveillance, car cette réhabilitation est un passage nécessaire vers l'acceptation de soi,
de tout ce qui les constitue. Ils prennent conscience qu'il ne suffit pas d'avoir des désirs. La volonté de les prendre en charge est tout aussi nécessaire. Ils ne sont plus des enfants en perpétuelle et vaine demande, mais des adultes qui savent compter sur eux. La volonté et le désir s'unissent pour faire des choix, bâtir des projets, construire leur présent, au jour le jour, et l'avenir. Lorsque le socle de l'estime de soi est consolidé, la dépendance affective est amoindrie, la relation avec soi-même améliorée. Les patients peuvent alors apprendre à construire de meilleures relations avec les autres. C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Voilà, pour ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Vaincre la dépendance affective pour ne plus vivre uniquement par le regard des autres de Sylvie Tannenbaum. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue, en écoutant celui de l'autre. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Cadier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets. Merci beaucoup.